Donc bonjour, voilà, comme le professeur Verny vient de dire, je représente Monsieur Moller, directeur de l'établissement qui est absent aujourd'hui. Donc je vais vous parler de la maison d'accueil. Je vais essayer d'être assez succincte parce que le diaporama est assez long. Donc on va parler un petit peu de la situation géographique pour situer un peu Mortagne-sur-Sèvre. C'est situé au nord Vendée. C'est limitrophe de 3 départements, donc, et on est très bien desservi au niveau infrastructure. On est à 1 heure de Nantes, 1 heure d'Angers, 1 heure de La Roche, et avec des CHU donc tout près, et puis également un centre hospitalier sur Cholet à 10 minutes. Une présentation, une vue d'ensemble du site de Mortagne. Sur le site, en fait, s'est agrandi petit à petit en fonction des besoins. Donc, en premier plan, nous avons l'EHPAD Saint-Alexandre, et à l'arrière, le foyer Les Hauts-de-Sèvres, dont la maison d'accueil que l'on voit en forme de cœur sur l'arrière. Donc la présentation, on appelle maintenant les résidences Saint-Alexandre. Jusqu'en fin 2014, il y avait l'hôpital local et le foyer de vie. Depuis l'unité de soins de longue durée a fermé ses portes, donc maintenant c'est transformé en EHPAD, un EHPAD de 114 places et un foyer pour adultes handicapés de 118 places, dont la masse fait partie. Donc voilà, une vue de la maison d'accueil. La genèse des projets, Monsieur Verny en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que sur le site de Mortagne, nous avons reçu, que ce soit sur l'EHPAD, sur l'unité de soins de longue durée, également sur le foyer, des personnes présentant des maladies neurodégénératives, dont la maladie du Tinton. Et c'est vrai qu'au regard de leurs problématiques et de leurs attentes en accompagnement, ces unités-là ne répondaient pas complètement. Donc c'est pour répondre justement à ces nombreuses places également, et puis en concordance aux recommandations, que ce projet a vu le jour. Donc l'association Huntington France, avec sa délégation Loire-Bretagne, a sollicité le directeur pour porter ce projet. Donc le directeur a contacté le professeur Bonneau et puis le professeur Verny pour être référent de ce projet. Alors le financement, le coût total de ce projet est de 5 730 000 €. Je passerai le détail du financement, mais à savoir qu'il y a quand même 600 000 € d'équipement et d'équipements nécessaires. Alors, l'ouverture de la maison d'accueil a eu lieu en octobre 2014. C'est une maison d'accueil qui peut accueillir, qui a une capacité totale de 24 places, dont 4 hébergements temporaires. L'architecture, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, et puis que vous le verrez sur les photos suivantes, a une forme arrondie. Toute cette étude a été pour répondre en tout cas aux besoins de soins et de confort et de sécurité de ces personnes atteintes des pathologies neurodégénératives. Et puis l'architecture en forme de cœur a permis de disposer de 2 petites unités de 12 lits qui permet d'avoir un projet ou un accompagnement de type maisonné. Chaque résident a sa chambre individuelle, son lieu privé avec une salle d'eau privative. Nous verrons les photos tout à l'heure. Et du mobilier également adapté. Nous avons aussi pensé à l'équipement pour la mobilisation. Les personnes deviennent dépendantes, donc il y a des rails de transfert. Il y a également des fauteuils de douche adaptés. Enfin voilà, tout ça a été pensé en amont et maintenant très bien équipé. Et puis nous avons également des lieux communs qui sont les restaurants, les salons, et puis différentes salles d'activité et salles également pour recevoir les familles. Voilà une vue d'ensemble donc du bâtiment. Les deux formes, la forme de cœur, les 2 unités de part et d'autre qui entourent le patio. Les chambres sont situées sur l'extérieur du bâtiment, qui permettent un visuel à la fois sur l'extérieur et à la fois sur les parties intérieures, les pièces de vie, et puis également sur le patio. Voilà, d'autres photos.
Alors nous avons aussi la chance d'avoir un parc très paysager, donc avec des possibilités également de promenade à l'intérieur du parc. Donc une vue des couloirs, donc des couloirs en courbe, avec également vraiment suffisamment d'espace, parce que les personnes sont souvent installées dans des fauteuils très volumineux, on pourra voir tout à l'heure, et puis également de la lumière. Donc là, c'est vu d'une chambre. On aperçoit donc le patio, voilà, un patio, avec une terrasse aménagée pour pouvoir aller sur l'extérieur, lorsque le temps le permet, évidemment. Voilà, donc ça c'est le hall d'entrée. Alors c'est vrai que beaucoup de lumière et puis aussi beaucoup de couleurs, hein, pour que ça soit à la fois chaleureux. Alors là, nous avons une vue dans une chambre, donc nous avons du mobilier adapté. Donc là, c'est un lit qui permet de descendre très très bas. C'est un lit également qui peut être équipé de mousse sur les barrières, mais également de mousse à la tête et au pied du lit, pour protéger les personnes, pour éviter qu'ils ne se blessent avec leurs mouvements anormaux. On voit sur la droite une porte coulissante qui donne accès à la salle de bain privative. C'est pareil, ces portes permettent en tout cas de garder l'espace dans la pièce. Un mobilier, quand on parle de mobilier adapté, c'est un lit particulier, un lit tente, qui permet aux personnes qui présentent d'énormes mouvements, alors on en a 2 qui sont peu utilisés, mais ça arrive, d'énormes mouvements, d'éviter qu'ils ne sortent du lit, qu'ils se blessent. Là, on aperçoit donc la salle de bain accessible. Et on peut donc accéder à cette salle avec les fauteuils, des fauteuils adaptés, puis également des plateaux douches. Donc là, une salle à manger. Voilà, il y a beaucoup de temps passé à l'accompagnement au repas. Ce sont des personnes qui présentent d'énormes troubles de la déglutition. Donc il faut prendre le temps d'être près d'eux et de donner le repas de manière fractionnée. Donc c'est vrai que la pièce est spacieuse. Un petit coin salon. Concernant l'entrée à la maison d'accueil, donc le résident doit bénéficier d'une orientation MAS, délivrée par les MDPH, d'un diagnostic médical posé de maladies neurodégénératives, et l'avis de la commission, l'avis favorable de la commission. Donc la commission d'admission est composée du professeur Verny, de médecins psychiatres du centre hospitalier de Cholet, du docteur Ménoré, médecin de l'établissement, et puis également de cadres de santé et quelquefois d'assistants sociaux qui sont présents au niveau de cette commission. Cette commission est également attentive à la répartition recommandée par l'ARS, c'est-à-dire un tiers de résidents provenant de la Vendée, un tiers du Maine-et-Loire et un tiers d'autres départements. Donc là, aujourd'hui, nous avons donc 20 places d'hébergement permanentes. Il y a donc parmi les résidents accueillis sur ces 20 places, 16 personnes porteuses d'une maladie d'Huntington et 4 d'autres personnes atteintes de maladies neurodégénératives. La moyenne d'âge est de 46 ans. Nous accueillons 7 hommes et 13 femmes. La provenance, qu'on en a parlé tout à l'heure au niveau de la commission d'admission, donc 7 personnes proviennent de la Vendée, 7 du Maine-et-Loire et 6 d'autres départements, dont 3 hors Pays de Loire. Depuis l'ouverture, donc en octobre 2014, il y a eu 3 décès. La file d'attente actuelle pour les personnes en attente de place d'hébergement permanente sont de 22. La file d'attente est de 22, pardon. Et concernant les hébergements temporaires, il y a 17 personnes également en file d'attente. La prévision sur l'année, c'est en tout cas un taux d'occupation de 80%. L'hébergement temporaire est fortement sollicité. On est régulièrement appelé, que ce soit au niveau secrétariat ou moi-même, pour des hébergements d'urgence. Souvent, c'est très très compliqué au niveau des proches.
Voilà, ils recherchent un soutien, en tout cas un soutien moral et physique. Donc c'est vrai qu'on est fortement sollicité. Donc ça leur permet justement, ces hébergements temporaires, de leur proposer un moment de répit. Ça permet également aux résidents accueillis de se projeter dans un futur en établissement, de découvrir les ressources qu'ils peuvent y puiser. Et puis également, à chaque hébergement temporaire, on réalise un bilan pluridisciplinaire, où on relate ce qu'on a observé et puis également ce qu'on peut proposer. C'est un type de conseil pour les SAMSA, par exemple, qui interviennent à domicile, ou les familles. Alors, qui dit accueil spécialisé, enfin voilà, c'est la complexité de cette pathologie, c'est de présenter divers troubles, qui soient moteurs, de l'équilibre, de la déglutition, du comportement ou cognitif. C'est en fait la spécificité des professionnels, c'est d'être attentif aux particularités et aux spécificités de l'évolution de cette pathologie. Donc, lorsqu'on recrute les professionnels, outre leurs compétences professionnelles, on leur demande à la fois d'être experts. C'est une analyse, on va dire, quasi permanente, quasi quotidienne, d'évaluer les capacités de la personne, de les maintenir au maximum, et puis également de réajuster l'environnement aux besoins. Donc c'est vrai qu'on sollicite très souvent les rééducateurs dans la recherche de solutions, dans l'installation de la personne. Donc les accompagnements sont sans cesse réajustés et adaptés à l'évolution de la clinique et également lors de la fin de vie. Donc voilà, là je reprends un petit peu par rapport aux réponses adaptées. C'est vrai que ça demande aux professionnels aussi de prendre le temps d'analyser, d'écouter, d'entendre ce que la personne peut dire, même si c'est difficile pour elle, d'ajuster la réponse, et puis d'être attentif au confort. C'est vrai que l'effectif est en lien au tarif, est lié au tarif journalier financé intégralement par l'assurance maladie. Une particularité en tout cas du projet d'établissement, c'est de répondre aux besoins du quotidien et également à la vie sociale. Donc c'est vrai qu'on est attentif à proposer des interventions, des activités, à la fois de loisirs, de sorties, mais également des moments de détente qui sont vraiment très, très appréciés des résidents accueillis. Ce qu'on observe, l'eau, c'est vraiment un élément détente et un élément apprécié des résidents accueillis. Et puis, on est très, très vigilant sur le maintien des liens sociaux. On a quelques exemples de résidents accueillis où les anciens collègues ou les amis continuent à venir et continuent à l'accueillir lors de sorties. Mais également au niveau des liens familiaux, ce sont aussi des maladies qu'on retrouve, des maladies familiales. Donc c'est important ce soutien et puis cette présence des familles. Donc l'établissement a mis en place la possibilité, en tout cas, de louer des studios pour les familles qui sont éloignées, qui peuvent rester quelques jours, et puis également des repas possibles sur place. Donc voilà, quelques photos. Donc nous avons actuellement une baignoire balnéo. Nous allons être équipés d'une deuxième. Au regard des besoins, nous avons reçu un don d'une association qui va nous permettre d'équiper la deuxième salle de bain. Donc ça c'est la salle de rééducation. Nous avons aussi la chance de bénéficier sur le site du foyer d'une petite piscine. Là également, c'est un milieu très, très apprécié des résidents. Certains qui sont en permanence installés dans le fauteuil peuvent ressentir leur corps différemment, se verticaliser. Ça leur permet aussi d'avoir une autre, en tout cas, d'être plus détendu et d'avoir un autre contact. Nous avons aussi une salle multisensorielle, ou Snozelen, c'est en tout cas une salle qu'on utilise plutôt pour la détente.
C'est pareil, c'est un lieu un lieu privilégié pour les résidents. Voilà, quand ils vont là, ils sont dans leur bulle, et ça leur permet vraiment, lorsqu'ils sont agités, qu'ils présentent des mouvements choréiques importants, ils s'apaisent dans cette pièce. Donc tout à l'heure, voilà, on parlait de l'importance des couloirs assez vastes. Vous pouvez donc observer que les fauteuils Combria, dont beaucoup de résidents bénéficient, il y a besoin d'espace. Là, je vais aller très très vite sur l'équipe pluridisciplinaire, si ce n'est qu'elle est il y a du temps médical, du temps salarié médical. Et on a aussi la chance d'avoir une pharmacie à usage interne pour les 2 établissements, donc d'avoir un pharmacien sur place. Après, dans les équipes quotidiennes, une équipe infirmière, aide-soignante et AMP, un agent la nuit, l'éducatrice c'est important, ça permet de garder, tout à l'heure on parlait du lien social, des activités, donc c'est elle qui est attentive à organiser toutes les sorties par exemple. La présence aussi des rééducateurs, très très important, dans le maintien des acquis, mais surtout de rechercher des solutions dans le positionnement et dans le confort des personnes. Et puis après, quand on parle de souffrance morale des résidents, la psychologue est également importante. Je terminerai au niveau de l'équipe sur la couturière, qui est quelqu'un de très important, qui nous permet de réajuster des protections de housse, de réparer des protections, d'adapter par exemple la literie. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui répond énormément à nos attentes et nos besoins. Voilà, je termine par quelques photos. La salle de soins. Et puis, pour finir, c'est vrai que la maison d'accueil ne peut exister sans partenariat. Donc, avec le centre de référence d'Angers, représenté par le professeur Verny, son équipe, qui vient régulièrement au niveau de la maison d'accueil pour assurer le suivi médical spécialisé des résidents et qui dispense aussi une formation nécessaire et puis très, très appréciée du personnel. La psychiatrie de Cholet, qui est tout près, qui est à 10 minutes, il y a un psychiatre qui vient chaque demi-journée, une demi-journée par semaine. Donc voilà, c'est aussi un partenariat important. Et puis pour finir, l'établissement est partenaire fondateur de l'équipe relais maladie rare, handicap rare de la région Pays de Loire. Voilà, je vous remercie. Voilà. Et pour laisser du temps éventuellement à quelques questions, je vais juste dire un mot en conclusion. On est quand même dans une enceinte extrêmement prestigieuse en recherche et universitaire, pour dire qu'une des volontés que l'on a eues, je dirais, c'est de faire de cette maison d'accueil spécialisée aussi, je dirais presque une maison d'accueil spécialisée universitaire et impliquée dans la recherche. Quelque chose qui n'est pas du tout dans la culture de structures comme celle-là. Nous avons pu, pour les décès, obtenir des prélèvements de cerveau visée recherche. Actuellement, dans le cadre de la maladie de Huntington, de nos réseaux, nous cherchons à récupérer des cerveaux pour les recherches. Ça a été un travail important, une implication tout à fait inhabituelle et qui a pour le moment très bien fonctionné. Et on voudrait développer notamment des projets de recherche en sciences humaines et sociales au sein de cette structure. Et je crois que c'est un message pour les collègues présents dans cette salle, que notre devoir de recherche concernant les maladies ne doit absolument jamais négliger et oublier ces patients à ces stades ultimes des maladies dont on pourrait penser parfois qu'il n'y a plus grand-chose à faire. C'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Si on ne s'en préoccupe pas et qu'on ne fait pas de recherche à ces stades-là, bien sûr, on ne saura jamais quoi faire. Et je crois que c'est aussi une des missions que cette maison d'accueil spécialisée nous permettra d'accomplir. Voilà, je m'arrête là et je laisse s'il y a quelques questions.